Amis de la littérature, bonjour. Donc on fait le troisième épisode autour de la personnalité du maréchal Pétain. Donc j'avais pris un livre d'histoire de Julian Jackson, Le procès Pétain, aux éditions Seuil, Vichy face à ses juges. Voilà. Donc ça c'est un livre d'histoire. Et donc c'était pour illustrer un livre de littérature qu'on peut considérer comme du roman historique, puisque ça fait plus d'une génération, bien plus d'une génération que les faits ont eu lieu. Donc le personnage principal de ce livre n'est pas le maréchal Pétain, mais c'est pendant cette époque-là, et les faits des hommes politiques comme Pétain ont un fait d'ambiance et des faits de situation dans ce livre de littérature. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une base historique avant d'attaquer ce genre de livre. Alors, je ne sais pas si l'auteur a utilisé... c'est pas possible d'ailleurs, puisque le livre de littérature a été publié avant la sortie du livre de Julian Jackson. Mais bon, c'est pour donner des bases à toutes ces œuvres littéraires. Il faut les chercher dans l'histoire elle-même. Voilà, donc ça c'est un livre d'histoire, et ça c'est un livre de littérature. Donc le livre de littérature, c'est l'objet du troisième épisode. C'est un livre de Pauline Dreyfus. Ce sont des choses qui arrivent. Il est marqué roman, et c'est chez Grasset. Voilà. Donc ça a été publié il n'y a pas si longtemps, c'est pas très vieux. C'était publié quand? C'était publié en 2014 quand même. Enfin bon, c'est au XXIe siècle. Donc on va lire la page jaquette là. Donc c'est 1945, Saint-Pierre de Chaillot, l'une des paroisses les plus huppées de Paris. Toute l'aristocratie, beaucoup de la politique et pas mal de l'art français se pressent pour enterrer la duchesse de Sorrente. Cette femme si élégante a traversé la guerre d'une bien étrange façon. Elle portait en elle un secret. Les gens du monde l'ont partagé en silence. Ce sont des choses qui arrivent, a-t-on murmuré avec indulgence. Revoici donc la guerre, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Nathalie de Sorrente, à l'heure où la filiation décide du sort de tant d'êtres humains. Comment cette femme frivole va-t-elle affronter la révélation de ses origines? Les affaires de famille, ce sont des choses qu'on tait. La littérature, ce sont des choses qu'on raconte. Dans ce roman, où l'ironie est à la mesure du fracas du temps, Pauline Dreyfus révèle une partie du drame français. Pauline Dreyfus est née en 69. Elle est l'auteur de Immortel. Voilà, c'est ça. Chez Grasset, en 2012, prix des deux Magots. Ce sont des choses qui arrivent, et son deuxième roman. Donc j'ai sélectionné pour vous la page 11. Alors qu'est-ce que j'ai sélectionné? De quoi juge-t-on d'une famille? Voilà, de quoi juge-t-on d'une famille? Page 11. C'est dans la haute bourgeoisie, voire l'aristocratie, quand on parle. Page 11. Il est rassurant qu'en certaines occasions, chacun soit à sa place. C'est justement à quoi s'emploient les hommes de la maison, borgnoles, avec leurs cravates noires et leur tristesse professionnelle, les croque-morts, quoi, qui, en cette glaciale matinée d'hiver, s'agitent dans l'église Saint-Pierre de Chaillot pour placer les femmes à gauche, les hommes à droite, repère le ministre ou l'académicien qu'il conviendra d'asseoir dans le premier rang. Reconnaissent telle duchesse douairière, telle reine en exil, une catégorie en augmentation ces derniers temps pour les guider vers des fauteuils en velours rouge. Seule une longue habitude de cette sorte de mondanité leur permet d'éviter l'impair. Il n'est pas de chagrin si grand qu'il puisse offenser les usages. C'est cette conception intransigeante du métier qui, depuis 1920, explique le succès de l'entreprise de pompes funèbres. Les hommes en noir ont, avec les membres de l'assistance, une double intimité. Celle de les avoir vus pleurer dans d'autres églises, et la certitude partagée qu'ils seront requis le jour où, à leur tour,
Leur trépas exigera semblable cérémonie. C'est au choix de ces fournisseurs qu'on juge une famille. Louis Guichot-Péraire, l'actuel chef du protocole de la maison, les observe. Il se charge lui-même des plus hautes personnalités sans consulter le veuf qui semble accablé au premier rang. Avec cet enterrement, il a l'impression de rajeunir. Il n'a pas vu une assistance aussi gratin depuis 1926, l'année où il a dû, à quelques mois d'intervalle, organiser les obsèques de Monseigneur le duc d'Orléans et celles de son Altesse impériale le prince Napoléon. Celle du maréchal Foch en 1929 rassemblait trop de militaires et d'officiels. Celle d'Anna de Noailles en 1933 mélangeait les genres et les pays. À la longue, il est devenu encore plus noble que ses clients. Il y a un mois, pour l'enterrement d'Édouard Bourdet, il gelait si fort que l'église s'était vidée avant la communion. Il avait vu avec consternation Cocteau et quelques autres aller se réfugier au bistrot pour boire un grog. Un froid inhumain avait lancé le poète en passant devant lui, comme pour s'excuser. Pas de risque qu'une telle entorse à la bienséance se produise aujourd'hui. Les artistes à qui la défunte a fait tant de chèques sont absents. Ingratitude qui soulage grandement le chef du protocole, tant il est vrai que si les mélanges signent l'éclat des salons, ils ternissent celui des enterrements. Voilà. Donc ça donne le ton du livre, qui est sarcastique. Alors, page 26, pathétique. Page 26. Et voilà qu'enfin, il se passait quelque chose. Le 6 juin, le front français avait été disloqué. Craignant les bombardements, l'envahisseur, le mal enfin, des dizaines de milliers de Français avaient pris la route. Quelle route au fait? La route d'ailleurs toujours plus au sud. Le 10 juin, le gouvernement de Paul Reynaud se replia à Tours, puis gagnait Bordeaux. Le 14 juin, les Allemands entraient dans Paris, qui n'était plus protégé militairement. Même en 1870 et en 1418, jamais Paris n'était tombé si bas, ville ouverte aux convoitises de soldats blonds, beaux comme des choristes d'un opéra de Wagner, qui s'empressaient de ficher sur les trottoirs des panneaux rédigés en lettres gothiques indiquant des endroits où l'on n'irait jamais. Le 16 juin, le maréchal Pétain était nommé président du Conseil. Le 22 juin, il signait l'armistice avec les Allemands. Le 1er juillet, il s'installait à Vichy et recevait les pleins pouvoirs le 10. Les malheurs publics touchaient peu Nathalie. Dans cette ruée frénétique vers le sud, qui avait commencé dès le mois de mai, elle avait surtout vu l'occasion de recevoir à nouveau du monde. Les amis s'étaient passé le mot. Les Sorentes tenaient maison ouverte à Cannes. Il y avait donc échoué au bout de plusieurs dizaines d'heures de voyage racontant tous la même odyssée. Les routes de France étaient à l'image du pays, sans dessus-dessous. Magnifiant sans modestie les conditions héroïques dans lesquelles ils avaient fini par arriver, disant l'effarant spectacle de ces charrettes à bras remplies comme des camions de déménagement, où les pauvres trésors des familles avaient été entassés à la hâte, où des enfants et des grands-mères, jambes ballantes, observaient l'interminable défilé de ces chevaux ivres de surplace, supportant l'œil torve d'un soleil de plomb, de ces voitures recouvertes de matelas, de ces familles harassées, qui, au bord des routes, guettaient un peu d'eau, un peu d'aide, de ces enfants en larmes, cherchant des parents emportés par le flot humain, de ces soldats exténués, sans casque, l'air hagard, qui fuyaient le contrôle militaire. Mais les paysans qui jamais n'abandonnent leurs bêtes s'étaient joints à cette marée humaine, avançant au pas sans but précis. Bombardements, viols, saccages en tout genre. Ils ne savaient rien. Ils craignaient tout. La boussole de leur peur les conduisait toujours plus au sud. Jamais, non jamais, le mot débâcle n'a pris autant de sens que sur ce trajet surréaliste au long des routes de France. Les récits se ressemblaient tous. Cette France qui déguerpissait sous leurs yeux. C'était pathétique. Alors, ensuite, le 17 juin 40, page 30. Alors, page 30, page
30, 17 juin 40. Cet été-là, dans une maison où le small talk était pourtant la règle, les conversations, les déjeuners et les dîners n'avaient pas pu faire l'économie de la situation politique. Jérôme, très heureux d'avoir enfin des interlocuteurs, car son épouse n'y entendait rien, agrippait la première perche venue. Un seul mot lui suffisait pour développer ses théories. Une crise politique. Allons donc, plutôt une crise de régime. La faute à qui ces décadences? Petite pause avant d'attaquer un morceau de bravoure auquel chaque invité avait droit. Tout est la faute de Blum. Pour un homme qui appartient à une race de prophètes, on peut dire qu'il s'est bien trompé dans ses prophéties. La formule lui a beaucoup servi depuis 4 ans, mais il ne s'en lasse toujours pas. Souvenez-vous des propos odieux qu'il a tenus sur les 200 familles, parmi lesquelles il y avait la mienne, rappelle-t-il, à tous les étages d'ailleurs. Il raconte à nouveau pour la combientième fois depuis 4 ans la syncope de sa tante Antoinette, mariée à un maître de forge qui, lui aussi, figurait sur la liste. Des gens qui sont capables de jeter ainsi l'opprobre sur une partie de la population, il n'y a rien à attendre. Paul Reynaud. Il ne m'inspirait aucune confiance. Un homme qui vivait en concubinage avec une femme divorcée par surcroît. Bon débarras. Le maréchal Pétain, c'est autre chose. C'en est fini des avocats bavards qui se sont succédés au gouvernement. Pétain, c'est un héros. Et son âge garantit une absence évidente d'ambition personnelle. À 84 ans, c'est à l'histoire qu'on rend des comptes à personne et à personne d'autre. Il ne pense qu'au bien de la France, lui. Ce qu'il a fait à Verdun, à Douaumont, il le refera encore. Il l'a dit lui-même, je fais don de ma personne à la France pour atténuer son malheur. Voilà ce que j'appelle un homme d'État. Cette apologie du sacrifice avait rappelé à Jérôme qu'il n'oubliait jamais qu'il devait à l'Empire son titre de duc, les grandes heures des campagnes napoléoniennes. Le 17 juin 40, tremblant de joie devant son poste de TSF, Jérôme était devenu un maréchaliste fervent. Nathalie, qui avait entendu 100 fois cette phrase, quittait la pièce et retournait bronzée sur la pelouse, vert tendre, où l'air était doux comme une plume. La politique est une affaire d'homme, après tout. Voilà, donc page 35, des choses qui arrivent. Le titre du livre, quoi. Page 35, d'accord. Ce sont des choses qui arrivent, a seulement dit Jérôme, quand son épouse lui a annoncé une grossesse dont il n'était de toute évidence pas responsable. Il y a 1000 façons d'être mère. Il n'y en a qu'une seule de le devenir. Or, cela faisait longtemps qu'il ne l'empêchait plus de dormir. De son aïeul, Saul, marchand de vin irlandais, devenu l'aide de Cornmurat et fait duc de Sorrente par Napoléon, il avait hérité non seulement la chevelure rousse, mais aussi le flegme des grands militaires. Qu'on ne compte pas sur lui pour s'emporter. Cette placidité qui confinait parfois à l'indifférence, lui avait conféré la réputation de l'un des hommes du monde les mieux élevés. On se racontait encore, avec des accents ébahis, la manière dont il avait en quelques années, lorsque sa femme s'était mise en tête de financer un film surréaliste, il avait assisté sans broncher au saccage du buffet installé chez lui. Il n'était pas du genre d'homme à faire une scène à sa femme. 12 ans plus tôt, personne n'avait compris que la princesse Nathalie de Lusignan s'enticha si brusquement de ce grand gaillard doté de beaucoup de certitudes, mais de peu d'esprit, alors qu'on la croyait sur le point de se fiancer à un autre. Quelques semaines à peine avant l'annonce de ses fiançailles, quand elle sortait dans le monde, elle était pourtant toujours accompagnée d'un grand jeune homme aux longs cils et au regard ardent. Pas un bal où elle ne s'affichait auprès du jeune André Malle, au point de scandaliser les maîtresses de maison, ulcérées que la jeune fille préféra ce jeune homme israélite à tant d'autres jeunes gens dont le sang était, lui, irréprochable. Nathalie était certes la moins jolie des 3 sœurs Lusignan, mais de là à s'enjuiver. Tapis derrière les éventails augmentés de points d'exclamation, la réprobation se propageait. L'avenir d'une telle union, on pouvait sans peine
le prédire, 3 mois de bonheur, 30 ans de bout de table, et que ces phrases soient prononcées lors d'un bal donné chez la baronne de Rothschild, que personne n'aurait voulu manquer, ne choquait personne. Lorsque pour vaincre les obstacles à sa passion, un jeune Israélite se convertissait à la religion catholique, on avait coutume de dire qu'un juif converti, ça fait un chrétien de plus, mais pas un juif de moins. Ces gens-là étaient incurablement différents. Donc ensuite, page 63, Reynaldo Hahn, un autre juif. Alors, en sortant de chez Coris Salomé, elle aperçoit une silhouette familière qui semble déambuler sans but dans la rue. Lui, ici, c'est Reynaldo Hahn, un vieil ami de sa mère, dont les airs ont bercé son enfance lorsqu'elle venait s'asseoir devant le piano familial. Était-ce Nuit d'amour bergamasque, où le rossignol est perdu, cet air entêtant qu'elle sifflotait sans cesse à l'âge de 15 ans. Ciboulette était l'opérette préférée de Charles de Lusignan. Élisabeth le lui a dit 20 fois, et cette anecdote accroît encore sa tendresse pour le vieux musicien. Le croiser ici, c'est comme regarder une photographie vieillie de 20 ans, un vertigineux sentiment du temps qui passe. Elle embrasse tendrement Reynaldo, s'enquiert de lui. « J'attends des temps meilleurs, cher Nati. Mes œuvres ne peuvent plus être interprétées nulle part parce que je suis juif. Ici, je suis tranquille. » Nathalie tombe des nues. « Mais votre mère n'est-elle pas catholique ?»« En effet, mais pour ces gens-là, ça n'a pas d'importance. Notez que je ne suis pas le plus à plaindre. La Comédie Française a licencié en octobre ses acteurs et son personnel juif. Dans cette folie antisémite, on a débaptisé le théâtre Sarah Bernard. Il est devenu le théâtre de la ville. Même notre ami Serge Liffard a fait les frais de cette suspicion générale. Savez-vous ce qui lui est arrivé? J'en ai pas la moindre idée. Les nouvelles de Paris nous parviennent peu. 2 officiers allemands se sont présentés à l'opéra pour lui apporter une convocation. La police avait reçu des lettres de dénonciation à son sujet, disant qu'il était juif. Rue des Saussets, il a protesté et expliqué qu'il était orthodoxe. Évidemment, les preuves de ce qu'il avançait se trouvent à Kiev, ce qui ne rendait pas les choses faciles. Le lendemain, on lui a demandé de revenir avec son frère Léonide pour subir un examen médical. Et là, il s'est passé une chose stupéfiante. Son frère a été relâché, mais la police a gardé Serge en lui expliquant que son nez ne répondait pas aux normes aryennes. Comme vous pensez, cette réflexion l'a mis en fureur. Il s'est mis à insulter le médecin en disant « Vous voulez dire que ma mère était une putain ?» Nathalie a si souvent soupé avec Liffard avant la guerre qu'elle entend ces intonations russes charriant l'indignation d'un fils humilié. Comment s'en est-il sorti? Il s'est heureusement souvenu que son nez, ce fameux nez qui intriguait tant la police allemande, n'était pas son nez de naissance. Tout jeune, il avait subi une opération pour lui donner un angle droit, une coquetterie d'artiste. Et il pouvait le prouver puisque dans son livre sur Diaghilev, il avait mis des photos de lui avant et après l'opération. Il les a montrées, il a ainsi sauvé sa place de directeur de l'opéra. Il a eu tellement peur ce jour-là, m'a-t-il dit, que depuis les insultes des journaux antisémites ne lui font plus d'effet. Ou plutôt le font rire. Il raconte volontiers comment le journal Au Pilori prétend que Liffard n'est que l'inversion de Raphaël et qu'il est en fait un afro-juif russe camouflé à Paris. Et voilà. Donc, page 89, bâtarde. C'est le secret, ce sont des choses qui arrivent. 89, c'est le thème du livre. Page 89. Nathalie éprouve une curiosité attendrie en tournant ses pages, en regardant ses clichés par bribes muettes. Elle découvre la jeunesse de sa mère, mais en fait que sont devenus ses mâles, qu'elle n'a jamais vu dans le salon de sa mère. Ils ont l'air si proches à cette époque. Élisabeth n'en parlait jamais. Une brouille peut-être. Leur nom n'apparaît pas sur les registres de condoléances que Borgnole a rassemblés après la messe d'obsèques. Sont-ils des parents d'André?
son danseur d'autrefois. Nathalie interroge ses sœurs du regard en allumant une cigarette. C'est à cette minute que tout bascule. Laure a regardé Victoire pour gagner son consentement, puis a dit à sa cadette, il vaut mieux que tu l'apprennes par moi. Que j'apprenne quoi? Une dernière seconde avant l'abîme, Laure y saute en se disant que c'est son devoir de le faire. En fait, tu n'es pas la fille de papa. Tu es la fille d'Armand Mal. C'est dit. Nati a écarquillé ses prunelles, le cœur vacillant. Faites en silence le plus vieux calcul du monde. Né en mai 1908, donc 9 mois après ces moments de plaisir en Normandie, regarde à nouveau les photos comme si elles pouvaient parler. J'ai 34 ans. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit avant? Le silence protège, dit Victoire. Et nous t'aimons comme notre sœur à part entière, ajoute Laure. Pour nous, cela n'a jamais fait aucune différence. Leur regard est soudain saturé d'une compassion muette. Ce sont des choses qui arrivent, a conclu Laure dans sa sagesse d'aîné. Un abîme s'est ouvert sous les pieds de Nathalie. Sa cigarette se consume entre ses doigts sans qu'elle songe à de l'approcher d'un cendrier. Les questions se bousculent. Qui d'autre était au courant? Mais tout le monde, ma chérie. Tu étais tellement différente. Comment ça, tout le monde? Tout le monde et pas elle. Comme si la vérité n'avait cessé, pendant toutes ces années d'échouer sur des digues invisibles, l'épargnant pour de mystérieuses raisons. Dans un milieu pourtant si friand de ragots, si prompt à faire causer les matelas, le secret n'avait jamais passé l'ultime frontière, celle qui menait à elle. Elle fouille sa mémoire, interroge ses souvenirs, revoit tant de réunions de famille passées à plaisanter avec ses cousins sur leur côté lusignant, sans qu'aucun d'entre eux lève un sourcil, esquisse un sourire. Leur loyauté absolue au fil des années, leur silence aussi. Cette façon de parler de la famille en bloc, assimilant avec générosité les présumés bâtards. Voilà le mot, obscène. Elle était une bâtarde. Alors, page 129, Paris 43. Alors, 129. Paris en 1943. Une femme qui aurait changé de robe, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Celle que la ville porte en ce moment est vert de gris, de la couleur des uniformes allemands, qu'on croise à chaque carrefour, à chaque terrasse, dans chaque cabaret. Ressortant sur cette teinte monochrome, la Sdavika rouge et noire frappe le regard comme une élégance, une robe accrochée au revers d'un tailleur uni. Elle flotte depuis bientôt 3 ans sur les frontons glorieux de la capitale. Paris est tombé en syncope. On l'entend à peine respirer. Les voitures ont disparu. Des bruits nouveaux peuplent le silence, celui des oiseaux dont le chant n'est plus couvert par le vacarme de la circulation, celui des cyclistes qui passent en tire-d'aile dans les avenues qui, vidées des automobilistes, paraissent 2 fois plus larges. N'étaient les monuments qui n'ont pas bougé. On pourrait se croire dans une paisible bourgade de campagne ou dans certaines arrière-cours. On perçoit le caquettement des poules où les balcons ont été transformés en potagers de fortune, où l'on se déplace dans une traction avant coupée en 2 et tirée par un cheval, et où, quand il fait chaud, les rues exhalent une tenace odeur de crottin. Les plus anciens ont l'impression d'avoir été ramenés 50 ans en arrière, une capitale vraiment. C'est un Paris champêtre où, comme en province, on pense plus à ce qu'on va manger qu'à agiter les idées. À un détail cependant, on sait qu'on est toujours à Paris. Les femmes y marchent plus vite que partout ailleurs dans le monde. Leurs semelles de bois claquent sur le pavé, comme autrefois leurs escarpins de cuir. La bicyclette a donné à leurs mollets un galbe précis qui enchante les regards masculins. Dans cette robe neuve qu'a passée la capitale, on a vu apparaître un nouvel accessoire, cette étoile jaune que tous les juifs de plus de 6 ans doivent porter à la place du cœur. C'est aux manœuvres
qu'ils font pour dissimuler cette étoile qui leur a pourtant coûté un point de textile, qu'on reconnaît les Juifs. Les Parisiens ont vite compris qui étaient ces gens qui ne cessaient de replier leurs avant-bras comme des oiseaux frileux, ou bien gardaient toujours leurs mains sur les poches, retournant ainsi les revers de leurs vestons. Piètre ruse, trahis par leurs gestes marqués comme du bétail, cernés par les ordonnances, ils doivent vivre dans une ville où presque tout leur est interdit. On ne veut plus d'eux nulle part, ni dans les restaurants, ni dans les cinémas, ni dans les théâtres, ni dans les librairies, ni dans les bibliothèques, ni dans les piscines. Exclus aussi des monuments historiques, des manifestations sportives, des champs de course et même des cabines téléphoniques. Pour se distraire, ils ne peuvent même plus jouer à la loterie nationale, ni écouter la TSF, qu'ils n'ont pas le droit de posséder. La liste des interdictions est si longue qu'on irait plus vite en dressant celle de ce qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent plus quitter leur quartier, sauf pour faire leurs courses entre 15 et 16 heures. Mesure faussement clémente, puisque la majorité des magasins d'alimentation est fermée à 7 heures, et si par miracle ils ne l'étaient pas, ils auraient de toute façon été dévalisés depuis le matin, où des files d'attente se formaient, emplis de gens bien décidés à rafler jusqu'à la dernière boîte de conserve. Parfois, dans les magasins vides, les commerçants disent n'avoir pas été livrés. C'est qu'ils gardent la marchandise pour la revendre dans la nuit au marché noir. Voilà une peinture intéressante du Paris de l'époque. Donc, page 204, Madeleine et Marguerite. 204. Ma très chère maman, je vous écris ce soir parce que j'ai un grand chagrin, le plus grand que j'ai jamais eu. Quand je suis arrivé en pensionnat lundi matin, la mère supérieure nous a dit que Madeleine et Marguerite étaient parties et que nous ne les reverrions plus. Il paraît que des messieurs de la police sont venus les chercher dimanche. Ils les ont emmenés là où on emmène tous les autres juifs. Elles n'ont même pas eu le droit d'emporter leurs affaires parce que leurs valises sont toujours là. J'ai pleuré longtemps parce que je les aimais beaucoup et aussi parce que si elles étaient venues dimanche à la maison, ce ne serait jamais arrivé. Chère petite maman, je vous promets d'être courageuse comme vous me l'avez appris et de ne pas pleurer devant les autres. Mais je voulais savoir, qu'est-ce qu'on leur fait aux Juifs quand on les arrête? La lettre de Charlotte est tellement trempée par les larmes de Nathalie que la suite est devenue illisible. En avril 1944, l'ennui chez les gens du monde atteint son point culminant. Il n'y a plus d'autres réunions mondaines que les enterrements. Comment sortir quand les alertes, bien plus fréquentes qu'avant, préviennent de vrais périls? Personne ne se risque plus dehors de chez soi dès la nuit tombée. Heureusement, il y a des messes d'obsèques pour se retrouver. En février, on a enterré Jean Giraudoux. La messe à l'église du Gros Caillou avait l'air d'un rassemblement de fantômes. Quelques jours plus tard, les obsèques de l'abbé Munier rassemblaient tant de monde dans la chapelle des Sœurs de Cluny que l'on vit des messieurs se marcher sur les pieds en s'insultant, et des dames s'évanouir. Le confesseur du tout paru, là où il était, devait se réjouir qu'une assistance aussi gratin signale ses registres. Au mois d'avril, les bombardements alliés sur Paris s'intensifient. Nathalie a cédé à Jérôme. Les enfants ont été envoyés chez leur tante en Touraine. Mais elle a refusé de les accompagner. Rien, pas même la guerre, ne pourra entamer sa franche aversion pour la campagne, son ennui, sa petitesse, sa mortelle indifférence à l'air du temps. Les alertes ne la réveillent même plus, abrutie qu'elle est par les injections de morphine, espacées de 2 heures à peine. Alors, page 206, Pétain à Paris. C'est la page d'après, quoi. Voilà, c'est le dernier passage. Dans la nuit du 20 au 21, un bombardement d'une violence inouïe s'abat sur la capitale, qui fait 600 victimes. 5 jours plus tard, le maréchal Pétain, qui n'a pas mis les pieds à Paris depuis 1940, y entame une tournée de soutien à la population. À Notre-Dame, une messe en mémoire des victimes est célébrée. Jérôme,
assis dans un bas-côté, est venu lui manifester son admiration. Ses sentiments qu'il y a 4 ans sont intacts. Il n'a pas cessé de respecter ce vieillard de 88 ans, aux yeux bleus et au teint frais. Les effets de l'atavisme, sans doute, dans le sang du duc de Sorrente, boutent une dilection sans nuance pour les militaires. Il y a tant de monde sur la place de l'hôtel de ville qu'hélas, il n'entend pas un mot du discours que le maréchal prononce ensuite depuis le balcon. Rentré chez lui, il entreprend de raconter cette visite triomphale à sa femme. Son récit ne récolte que des sarcasmes méprisants. Nathalie lui reproche de s'être ainsi compromis avec le chef d'un État qui persécute une partie de sa population. S'ensuit un dialogue de sourds. Le même depuis des mois, Jérôme répond avec une indignation sincère que le maréchal ne parle jamais des Juifs et que tout est la faute des Allemands, que son enthousiasme est apparemment partagé si l'on croit le nombre de Parisiens en liesse qu'il a croisés depuis ce matin. Effectivement, étonnamment, très peu de temps avant la libération de Paris, Pétain a eu un grand succès devant Notre-Dame. Voilà, donc on a fini avec cette série sur Pétain. Lisez ce livre, hein, il est très très bien écrit, hein, c'est de la belle littérature, hein, donc chez Grasset, de Pauline Dreyfus. Je vous souhaite une bonne journée à tous, un bon week-end, et puis maintenant on se revoit dans 15 jours hein, pour d'autres livres qui n'ont rien à voir. À très bientôt.